Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes à Cannes sur le stand de la CST. C'est l'émission, notre quotidienne sur la technique et la sélection des films. Cannes Prime Time, bonjour Alexia. Bonjour Mathieu, tous les jours nous vous retrouvons à 19h sur la chaîne YouTube de la CST et également en simultané sur Ciné Musique Radio disponible en FM DAB+. Au programme, décryptage technique, interview de professionnels et point sur les deux prix que la CST remet. Le prix de l'artiste technicien sur les films de la compétition officielle et le prix de la jeune technicienne sur l'ensemble de la sélection officielle. Nos invités aujourd'hui, justement, Mathilde Poncet, bonjour. Vous êtes la décoratrice du film Love Me Tender, présenté hier à Un certain regard et nommé pour le prix de la jeune technicienne. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Thomas Desjonquers, bonjour. Bonjour. Vous êtes le monteur son d'un film présenté hier hors compétition, le film de la grande cinéaste Rebecca Zlotowski. Le film s'appelle Vie privée. Absolument. En face, pour continuer la discussion et animer un peu les avis critiques et renseigner nos spectateurs, Charlotte Garçon, vous êtes rédactrice en chef adjointe au Cahier du cinéma. Vous formez un trio à la tête de la rédaction des Cahiers du cinéma. Vous en faites partie. Ce n'est pas un trio bolchevique, mais c'est une révolution que vous conduisez constamment au Cahier. Notamment, on peut citer le grand numéro que vous avez fait sur l'écologie en production. Bonjour. Merci. Bonjour. Et enfin, un homme qui compte, un homme qui régit sur toute l'ombre du festival. François Desrousseaux, vous êtes le secrétaire général du marché et du festival de Cannes. Vous allez nous dévoiler les coulisses du festival. Bonjour. Bonjour. Et tout de suite, on remonte les marches. Premier film de la compétition hier, le film de l'Iranien Jafar Panahi, Un simple accident. Il revient pour sa deuxième fois en compétition officielle après avoir eu un prix pour le scénario de 3 visages. Charlotte Garçon, vous l'avez vu. Vous en avez pensé quoi et quelle réception au Cahier et dans votre rédaction le film a eu? Alors, nous n'en avons pas encore discuté de manière collégiale, mais ce qui nous a frappé, c'est les liens de ce film. Alors, bien sûr, avec les films précédents de Jafar Panahi, mais aussi avec d'autres films en compétition, notamment le film égyptien Les Aigles de la République. Et donc, c'est un film assez dur, mais une sorte d'allégorie politique sur la question de la vengeance politique, de la revanche à prendre sur une société dictatoriale, peut-être quand celle-ci ne le sera plus, puisque c'est l'histoire de gens qui ont été emprisonnés par le régime et qui retrouvent plus ou moins par hasard leur tortionnaire et qui se posent la question, voilà, faut-il faire quelque chose ou pas ? Par hasard, d'où le titre Un simple accident. C'est le moment déclencheur de ce film, effectivement. On peut citer aussi le film du cinéaste Mendoza. Effectivement, on sent que la description d'un monde tyrannique et dictatorial se retrouve en écho dans plusieurs films. Oui, la question de que faire de la violence qu'on a subie. Est-ce qu'il faut juste essayer de trouver une forme pour la restituer ou est-ce qu'on peut collectivement penser à une alternative ? En tout cas, c'est des questions très sérieuses et qui dépassent le cinéma, mais qui, dans le cas de Jafar Panahi, posent des questions très concrètes de mise en scène, bien sûr, et de direction d'acteurs, puisqu'il y a un côté quasi théâtral à ce film dans l'importance des dialogues. Il y a beaucoup de dialogues. Beaucoup de dialogues et au niveau de la caméra, une image plutôt assez réaliste. Est-ce que, d'un point de vue technique, il y a des choses qui vous ont marqué dans ce film de Panahi ?
Alors, ce serait à moi de poser la question aux techniciens. Nous, on est sur le côté esthétique et on se pose du coup des questions techniques sur comment l'image a été obtenue. Et on est parfois très ignare, mais heureusement, on a des moyens de faire des entretiens avec des chefs de poste qui nous dévoilent quelques secrets. Et sur ce film-ci, la question qu'on se posait, c'est par exemple, quand on filme beaucoup dans l'habitacle d'une voiture ou en l'occurrence d'une camionnette, qu'est-ce que ça crée comme contrainte à la fois de lumière, d'espace, est-ce que c'est recréé en studio, enfin voilà, et comment faire pour que en fait au centre de la scène il y ait la question humaine et les acteurs, bien sûr le jeu des acteurs, voilà, comment techniquement on arrive à même une transparence de la technique. Vous parliez donc de ressorts dramatiques. Là, il s'agit de technique, mais peut-être de technique d'écriture. Il y a des ressorts qu'on aurait plutôt l'habitude de voir dans une comédie qui sont réutilisés vraiment dans un film tragique. Vous les avez ressentis ? Oui, alors ça n'est pas le seul film qu'on voit cette année où il y a un travail quasi burlesque sur des situations qui sont absolument dramatiques ou tragiques et c'est un dosage à trouver. C'est effectivement une question d'écriture, de jeu aussi, de jeu d'acteurs. Tout peut concourir à faire basculer le film dans quelque chose de complètement une satire et c'est pas le cas pour Jafar Panahi comme ça peut l'être pour par exemple Ari Aster avec Eddington où là le choix est décidément un choix de satire politique un peu au vitriol. Jafar Panahi c'est autre chose aussi parce qu'il parle voilà du pays avec lequel il a des rapports très profonds et très très douloureux aujourd'hui donc voilà. Un cinéaste en exil. Oui, qui a eu beaucoup de démêlés, on le sait, depuis Cannes même, puisque à chaque fois on suit ce qui arrive aux cinéastes qui ne peuvent pas venir, qui ne peuvent pas tourner ou qui sont assignés à résidence, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, maintenant, le public, au moins festivalier, est au courant que le reste du monde existe. Autre film présenté hier, un film italien, Fiori de Mario Martone. Ce n'est pas non plus sa première présentation de film en compétition officielle, on se souvient de Nostalgia. Vous avez également vu le film ? Oui, Fuori, donc Fuori pour dire dehors, c'est-à-dire c'est un film, en fait c'est une sorte de biopic, on pourrait dire de film biographique sur la romancière Goliarda Sapienza, italienne, et ça se passe en 1980, dans la Rome de 1980, donc là je pense que nos amis chefs décorateurs ont beaucoup travaillé, parce que moi c'est ce que j'ai préféré du film. Alors bien sûr il y a une intrigue, c'est quelqu'un qui a fait de la prison pour vol de bijoux, donc c'est très romanesque tout ça, et puis Valeria Golino qui incarne cette romancière, mais c'est vrai que le décor m'a paru très important. Pour le coup là j'ai pensé à la question du décor et à cette épaisseur aussi dramatique qu'il donne à ce qu'on voit. On a l'impression d'y être. Et beaucoup un travail important sur les flashbacks avec une notion temporelle. Parfois, on ne sait plus trop à quel moment de l'histoire on se trouve. Oui, c'est un peu aussi un trait des différents films ces dernières années de jouer avec les temporalités. Là, il me semble qu'on s'y retrouve quand même par rapport à d'autres films où on n'est plus à la période lynchienne des grandes expérimentations. C'est quand même, ça reste tout à fait compréhensible, mais bien sûr qu'il faut donner l'impression du passé des personnages, de leur passif. Et en l'occurrence, c'est donc cette romancière qui ne vient pas du tout d'un milieu populaire et qui fait de la prison et qui, on pourrait dire, tombe amoureuse de ce milieu des femmes prisonnières romaines. Alors même quand on n'est pas italianophone comme moi, on entend leur accent romain. Il y a un aspect folklorique, qui marche. Il y a une épaisseur temporelle en même temps que quelque chose d'un peu régional aussi. Et puis de cette espèce de transfuge de classe à l'envers, enfin ce désir qu'il peut y avoir d'une certaine classe de se rapprocher du peuple, mais comment ? Et sans le singer non plus. Sont effectivement de réels portraits de femmes. Pour ma part, je ne connaissais pas cette romancière. Peut-être vous la connaissiez, mais visiblement pour le public italien qui était dans la salle hier soir, c'était un moment très émouvant.
Oui, j'allais dire, nous, en tant que Français, ou bien on a plus de recul. Et moi, ce qui m'a moins intéressé, c'est le rapport avec la réalité de la vie de cette femme, que vraiment le côté romanesque de la chose. Donc, même si ça avait été une fiction et non pas un film biographique, voilà, c'est ce qui me semble le plus intéressant. Il y a l'histoire d'une relation de cette femme à une bad girl, je ne sais pas comment on dit en italien, une jeune femme qu'elle rencontre en prison. Et c'est plus tous ces aspects-là que véritablement, que la véracité factuelle qui m'a intéressée. Mais bien sûr, les Italiens, ça résonne sans doute de manière très différente. Et puis c'est toute une période des années de plomb de l'Italie très politique des années 70. Eh bien, vous étiez très curieuse, je crois, d'en savoir un petit peu plus sur la technique des films. J'espère que vous allez avoir aussi des questions pour nos deux invités, décoratrices du film Love Me Tender, Mathilde Poncet et Thomas Desjonquers, monteurs son du film Vie privée. Commençons par vous, puisque vous êtes nommée Mathilde au prix de la jeune technicienne. Vous intervenez à quel moment sur le projet de la cinéaste et comment se construit le travail? C'est un travail à deux, à trois peut-être, avec le chef opérateur également? Eh ben moi j'avais déjà fait le premier film d'Anna Cazenave, donc je pense que c'était assez logique pour elle de me rappeler. Et en fait je fais ce film en co-chef décoratrice avec Thomas Ducos, qui est un ami de longue date et on travaille souvent en binôme. Et nous on intervient assez rapidement quand même au moment où elle va chercher un peu tous ses chefs de poste, chef opérateur, déco et dire de production, tout ça. Et du coup on lit le scénario, on va travailler ensemble les décors, réfléchir en fait, aux repérages qui vont arriver pour savoir qu'est-ce qu'on cherche vraiment pour tel décor, à quel endroit on veut ça, qu'est-ce qui serait bien aussi pour la mise en scène de si on cherche un appartement, qu'il faudrait qu'il soit de telle manière pour que ça marche bien avec l'histoire du film. Et après, on fait beaucoup de planches de décoration pour parler un peu des couleurs, des atmosphères, des références de films, de peinture, de plein d'autres choses. Donc en fait, c'est un grand travail de recherche aussi et de dialogue, du coup, avec le chef opérateur et la réalisatrice. C'est votre deuxième collaboration avec la réalisatrice. Est-ce que votre travail a évolué? Est-ce que le fait que vous ayez déjà collaboré ensemble sur un premier long métrage, ça a permis de mieux dialoguer, de mieux se comprendre? Ouais, tout à fait. En fait, c'était la première fois d'ailleurs que je retravaille avec un même réalisateur ou une même réalisatrice. Et je trouve qu'il y a un truc où du coup on se connaît déjà un peu, on sait ce qu'on cherche, on sait où on va. Et il y a un travail de confiance aussi. Et après, on s'est quand même très vite très bien entendu avec Anna et avec Christy. Très rapidement, et je pense qu'on s'est fait confiance dès le premier film. Après, il y a un enjeu différent, c'est que le premier film qu'elle a fait, De l'or pour les chiens, c'était un film très peu produit, il y avait très peu d'argent, donc c'était pas vraiment les mêmes contraintes au niveau de la décoration notamment. Et là, il y a quand même beaucoup plus d'argent. Il y a d'autres comédiennes qui sont plus connus, donc c'est pas vraiment les mêmes. Il y avait un peu plus d'argent pour la décoration, plus de décors, donc voilà, c'était pas exactement le même travail, mais toujours le même travail de confiance. Vous êtes plutôt parti de décors réels ou vous êtes parti de décors vous avez beaucoup tourné en studio? Comment ça s'est passé? Comment vous avez construit le décor? Là, en fait, il y avait les aides de la région Île-de-France et du Lot-et-Garonne, parce qu'en fait, Anna vient de là-bas. Il y a un décor du film qui se passe là-bas. Du coup, la contrainte, c'était aussi de ramener pas mal de décors dans le Lot-et-Garonne, parce qu'en fait, les aides aussi, ça sert à développer. Embaucher des techniciens locaux, donc louer des décors sur place, donc rester plus longtemps aussi, c'est normal, c'est la part du deal. Et du coup, l'idée, c'était d'essayer de faire des décors qui sont censés être dans Paris, dans le Lot-et-Garonne. Donc à Agen, on a essayé de trouver des appartements avec un peu une vue sur des rues haussmanniennes pour pas que ça paraisse un peu étrange d'avoir je sais pas, des arbres partout, des briques à l'intérieur des maisons. Enfin, c'était un peu des pierres plutôt ce qu'il y a là-bas, des pierres un peu calcaires. Donc voilà, c'était un peu ça les contraintes, donc de descendre certains décors dans le Lot-et-Garonne pour faire vraiment moitié de tournage Lot-et-Garonne, moitié de tournage à Paris. Et après, on est parti sur quasiment que des décors vides. Et après, ça a été des choix de production. Et du coup, il y avait tout à recréer. Donc, on a fait beaucoup de feuilles décors, de trucs où on a fait de la tapisserie. Enfin, on a fait beaucoup de choses assez variées, des décors assez variés aussi, qui j'espère ont une identité qui vous plaira parce que c'est assez marqué.
Donc, quand vous partez de décors vides, d'une page blanche, comment vous construisez tout ça ensemble? Est-ce qu'il y avait des palettes de couleurs? Est-ce qu'il y avait des références particulières qui vous ont inspiré? Plein de films. En fait, c'est dur de savoir exactement. Oui, après, ça peut être des couleurs. Et en fait, c'est aussi le personnage. Enfin, le film se passe sur 5 ans et le personnage déménage beaucoup. Et du coup, il y a aussi, donc des appartements très différents, de tailles très différentes et aussi de milieux sociaux différents. Et il y a aussi les appartements de ses conquêtes. Et du coup, c'est pareil. Il y avait beaucoup d'intérieur. Et oui, après, on parle beaucoup de références de lumière aussi avec Christy. Parce que, vous verrez, je sais pas si vous avez vu le film, mais c'est assez différent, quoi. Vous verrez un peu. Mais oui, on cherche beaucoup sur les couleurs, sur un personnage, un peu une couleur, une ambiance, une envie particulière. Ou des fois, ça peut être vraiment un film ou ça peut être une image que nous envoie Christy en disant, moi, je veux absolument des rideaux comme ça parce que j'ai trop envie qu'il y ait des petites fleurs qui soient sur leur corps ou machin. Et il y a aussi beaucoup de scènes d'intimité, donc beaucoup de choses qui se passent dans des chambres, dans des lits. Donc c'était important aussi de créer une évolution avec les personnages. Et voilà. À l'étranger, on parle production designer, art director, vous directeur artistique, chef décoratrice. Vous vous situez comment dans ce débat? Je sais pas du tout. Vous ne savez pas? En plus, moi, je vous avoue, je suis chef décoratrice sur ce film, surtout pour les films d'Anna, du coup. Mais sinon, je suis plutôt accessoiriste, en fait, de plateau, donc propsmeister. Mais voilà, donc je saurais pas vous dire. Props, c'est ça? Ouais. J'aime bien le mot, mais... Du coup, c'est donc vos débuts de carrière en tant que chef décoratrice. Qu'est-ce que la nomination au prix de la jeune technicienne vous apporte à vous dans votre travail? J'espère plus de travail. Non, j'en avais entendu parler avant. Je connaissais quelqu'un qui l'a eu il y a 2 ans, Anne-Sophie Delcérès, avec qui je travaille aussi. Je suis souvent son accessoiriste, donc je l'avais entendu parler, mais je pensais pas du tout être éligible. J'ai été un peu surprise et très contente. J'étais en tournage, j'étais là, c'est super. On va passer à Thomas Desjonquers qui a aussi présenté un film hier. Donc Thomas, vous êtes monteur son. On a eu la joie d'accueillir un monteur son hier qui nous a expliqué ce travail de l'ombre qui est parfois peu abordé auprès du grand public. Donc Thomas, vous avez une carrière assez longue, vous êtes un habitué du Festival de Cannes, vous avez beaucoup de films qui étaient en compétition ou hors compétition à Cannes. Pour ce travail-là avec la réalisatrice Zlotowski, ce n'est pas votre première collaboration avec la réalisatrice. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre première rencontre avec la réalisatrice, la manière dont votre collaboration a évolué? C'est en effet pas la première fois que je travaille avec Rebecca. Ça doit être le 3e projet maintenant. Je ne sais pas si la relation artistique a beaucoup évolué. Il y a plutôt une relation de confiance et puis je connais mieux un peu ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut entendre. Et aussi sa musicalité. C'est quelque chose d'assez important pour elle dans le travail sur le son, c'est-à-dire elle veut un travail sur le son qui soit assez musical. Donc je sais aussi, comme beaucoup de réalisateurs, il y a des choses, des gammes de sons que certains réalisateurs n'aiment pas du tout. Ça, c'est éventuellement du temps de gagner. Et dans la manière de travailler avec elle, là, c'est un peu différent. Enfin, c'est un peu comme chaque année, en fait. Vous dites que je suis un habitué du Festival de Cannes. Enfin, on est habitué, en tout cas, d'être dans le domaine de la post-production, d'être un peu des saisonniers. C'est-à-dire, il y a les films sur lesquels on travaille qui doivent être prêts pour le Festival de Cannes, que ça soit pour la sélection, pour le marché. Donc notre période, en tout cas entre janvier et le festival, est une période très dense, voilà. Donc ça induit quand même un mode de travail un peu différent, un peu particulier par rapport à d'autres films qui sont faits à d'autres moments, en fait.
Vous travaillez en même temps que le monteur image, vous intervenez une fois le montage image terminé. En fait, vous étiez en train de nous dire juste avant que vous apportez un deuxième rythme. Il y avait le rythme de l'image et vous apportez le rythme du son. C'est en fait typiquement sur les films qui veulent être canois. C'est souvent c'est un moment où on travaille en même temps que le montage image. Les délais, on finit toujours les films. Il y a toujours une histoire de rendu, d'essayer d'être le plus près du moment où on peut livrer la copie finale parce que il manque toujours un peu de temps. Enfin, il doit arriver des moments des films qui sont prêts, je ne sais pas, fin janvier et qui sont présentés. Mais moi, souvent dans ma carrière, on est cette belle période de mai où il y a des ponts, où tout le monde part en vacances. Enfin, nous, on travaille 7 jours sur 7 parce que et ça encore plus avant l'annonce des films sélectionnés, c'est une période très dense et quand les films sont pris, alors il faut les finir et c'est un peu, on les finit un peu c'est au finish quoi, c'est toujours parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc c'est une période un peu très dense. C'est pas moi qui chante. Hein, Assez animé depuis le début de semaine comme ça. Hein. Nous sommes plein de voisins. On peut faire un karaoké si vous voulez, mais non, mais voilà, c'est une période toujours. C'est un peu un rituel. C'est certainement, je sais pas qui vous avez reçu hier, mais il a dû vous raconter la même chose. C'est une petite, on est un peu dans le tambour de la machine à laver à ce moment-là. Mais c'est assez passionnant à faire. Avec Rebecca, en tout cas, avec cette idée elle avait une envie de présenter son film Vie privée. Elle l'a dit hier à la fin de la projection que c'était un rêve de travailler avec Jodie Foster, enfin avec tout son casting. Et elle avait rêvé aussi cette projection devant tout ce public. Donc, en tout cas, dès qu'on a commencé le travail, on savait que, sans avoir aucune garantie que le film pourrait être vu à Cannes, mais il fallait être prêt. Donc ça induit un mode de travail, voilà, un peu particulier, un peu dans l'urgence, un peu avec beaucoup de projections, en faisant avancer le travail de l'image, le travail du son, le travail de la musique, tout ça un petit peu en même temps, voilà. Mais bon, voilà, comme vous avez dit, je suis vieux et chaque année c'est un peu la même chose, mais vous étiez vieux. Non, mais voilà, j'ai des films au compteur, mais voilà, mais chaque année c'est un peu pareil, mais ça crée une énergie très très passionnante, très voilà, avec beaucoup à la fois d'excitation et de tension et peu de temps. En tout cas, voilà, c'est un peu sans filet en tout cas dans ce travail-là. Charlotte, vous vouliez réagir également sur les films? Oui, non, nous, on a toujours des questions. Comme je vous disais, on voit que le côté émergé de l'iceberg du film. Et parfois, on peut être très critique dans les revues spécialisées sans savoir, en fait, la difficulté les nombreuses difficultés qu'il y a eu. Donc, moi, je voulais savoir si par exemple, je pense que vous ne lisez jamais de critiques, mais si jamais vous lisez des critiques, comment est-ce que votre travail pourrait être restitué? Est-ce que parfois, dans ce qui est apprécié dans un film, vous y retrouvez? Ou est-ce que ça vous semble deux mondes différents, quoi? Ce qui est perçu par nous, critiques du film, et ce que vous faites? Non, je trouve que moi, je lis de temps en temps des critiques, ça m'intéresse. Et même nous-mêmes, on est critique aussi sur. Alors, on est beaucoup plus critique, je dirais, je trouve, quand on reçoit un scénario, quand on le lit. Et puis, on peut avoir des questions, des doutes, des choses où on trouve que ça marche pas. Je parle pas, évidemment, je parle pas de vie privée, hein, je parle d'autres films. Mais on comprend des choses que peuvent dire des critiques. Voilà. Moi, de temps en temps, ce que je trouve difficile, et je comprends les réalisateurs, la dent dure, de temps en temps, je trouve ça compliqué. Parce que on voit que la plupart du temps, il y a quand même beaucoup d'énergie, et puis les gens avec qui on travaille sont pas des idiots, se rendent compte que même ils ont pu
se foirer à l'écriture, se foirer au tournage par manque de temps ou parce que, je sais pas, un comédien ne donne pas ce qu'il doit donner. Donc, de temps en temps, c'est vrai que nous, on participe à ça, on essaye de faire au mieux, d'élever un film au mieux. Et c'est vrai que de temps en temps, la dent dure, ouais, je comprends que ça peut être vraiment douloureux pour un réalisateur, mais ça permet aussi pour certains aussi d'avancer. Et puis il y a aussi, ça c'est le côté négatif. Et puis il y a toute la bienveillance des critiques qui aiment et qui suivent les réalisateurs. Et ça c'est formidable parce que de temps en temps aussi les critiques savent même mieux de temps en temps parler du travail d'un réalisateur, alors qu'un réalisateur, enfin peut-être il y a ce manque de recul, voilà. Oui, Allez-y, Allez-y, s'il vous Mathilde, plaît, oui. Mathilde. Non, moi je voulais juste te dire que je trouve que le premier visionnage, moi là c'était la première fois que je voyais le film. C'est toujours un peu dur parce que j'ai du mal à sortir, enfin à justement me plonger dans l'histoire et je suis très focalisée forcément sur mon travail et sur le travail de mes collègues. Et je trouve que et là je me suis plutôt prise au jeu et prise au film, donc j'étais plutôt contente de mon travail. Mais c'est vrai que des fois même moi je me dis, enfin j'ai des regrets et je suis là, ah là j'aurais dû faire. Donc évidemment c'est sûr que d'un œil extérieur il y a plein de critiques, mais je pense que c'est toujours positif en vrai. Des fois c'est dur, c'est sûr, mais après moi je me dis tant que le film fonctionne, que l'image plaît, moi je trouve que ça fonctionne quoi. Et ça fait partie du jeu. Et en vrai, voilà. Ouais, Oui, sur monsieur ce sujet, ce qui est sûr, je pense, c'est que Cannes a un effet multiplicateur gigantesque là-dessus, et surtout sur les critiques. Parce que pour nous, les journalistes sont très très importants. C'est une catégorie de festivaliers auquel on prête une grande attention. On essaie qu'ils voient les films dans les meilleures conditions, et c'est vrai que les sorties de séances de presse sont toujours des moments très importants pour nous, pour les équipes de films, parce qu'on sait qu'un film qui triomphe à Cannes, il aura un destin assez joyeux, et par contre un film qui se fait massacrer à Cannes, c'est plus dur derrière. Donc c'est sûr que là l'effet, je pense, se fait vraiment sentir particulièrement à Cannes. Ce que vous dites m'intéresse parce que dans les revues spécialisées, on a la place de faire des textes plus longs. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus la dimension analytique, la restitution d'une expérience, la description, même si elle est un peu erronée parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière, que la part évaluative des critiques. Donc voilà, au cahier du cinéma, c'est ça aussi, c'est qu'on a la place de faire une espèce de cheminement dans le texte. Alors après, le lecteur est d'accord ou pas, ou la lectrice suit ou pas, mais il faut aussi ce travail-là qui soit fait et pas seulement de dire c'est super ou c'est nul. Ouais. Et vous êtes un peu à contre-temps, mais heureusement. Enfin, on sait tous le problème, et c'est pas une critique, c'est qu'on justement maintenant ça se résume à 2 étoiles ou 3 étoiles. Et ce travail long, nous on y encourage, mais voilà, c'est sûr que il faut lutter. Déclarons aujourd'hui l'abolition des systèmes d'étoiles. Mais c'est vrai que C'est très content, nous. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tous les films sont pas produits de la même manière et sont montrés de la même manière, donc au même festival. Et c'est vrai que moi j'ai fait des films très très fragiles avec très peu d'argent, comme des films avec un peu plus. Et c'est vrai que pour nous c'est tellement bien que ça soit à Cannes, parce que évidemment c'est des films qui vont peut-être pas faire beaucoup d'entrées, et c'est super. Enfin pour nous c'est vraiment très très important quoi. Et François Desrousseaux, est-ce que vous êtes conscient dans l'organisation du Festival de Cannes de l'importance que ça a aussi pour le calendrier des techniciens ? J'y avais pas pensé comme ça, mais oui, on le sait. Enfin, on sait bien qu'il y a que les films essayent d'être prêts pour Cannes. Beaucoup d'entre eux, en tout cas les films qui peuvent prétendre à être sélectionnés au festival. Donc une certaine catégorie de films, des blockbusters pour adolescents moins. Mais les films qui sont montrés à Cannes, oui, ils en ont tout à fait conscience. Mais c'est toujours intéressant Moi, je suis très content d'être là parce que c'est très dépaysant pour moi en fait. Mon métier, c'est pas du tout d'entendre des critiques parler de films ou des gens qui fabriquent les films d'en parler. C'est super parce que moi c'est ce que vous disiez, nous notre travail, mais le travail un peu de toute l'équipe du festival, c'est finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, beaucoup un travail de l'ombre, et on essaie de rendre ça possible. Et donc c'est intéressant parfois voilà de sortir du palais et d'entendre ce qui se passe en dehors, est-ce que parler des gens de films et de leur travail. Et parfait, nous allons entendre aussi ce que vous avez à dire, François Desrousseaux, dans Parole de CST. François Desrousseaux, justement, pour continuer sur cette thématique-là, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est votre rôle au sein du Festival de Cannes ?
Oui, non, justement, en fait, c'est ça, c'est rendre possible ça, rendre possible l'événement, mais un peu comme toute l'équipe. Donc c'est un travail de l'ombre. Donc c'est d'abord, en ce qui me concerne, pendant toute la phase de préparation, trouver des financements pour le festival, s'occuper de la partie ressources humaines, les contrats de travail, etc. Préparer l'équipe, préparer aussi tout le système qui ne se voit pas mais qui est important, de la billetterie, tout le système informatique qui est derrière. Donc toutes ces choses qui ne doivent pas être revues mais qui sont assez cruciales aussi pour l'événement. Et puis une fois sur place, c'est veiller à ce que les gens soient bien accueillis, qu'ils soient en sécurité, parce que je suis en charge des questions de sécurité, que justement ils aient des billets autant que faire se peut, même on a 40 000 festivaliers, 6 000 fauteuils, donc c'est un peu la guerre pour avoir des billets, mais on essaie de les répartir le mieux possible. Et puis, in fine, qu'ils voient les projections dans de bonnes conditions. Je travaille beaucoup avec la CST. Enfin, en tout cas, je suis admiratif du travail fait par la CST. On était très, très heureux cette année d'avoir une amélioration sensible à lumière avec le son Atmos, par exemple. Donc c'est ça, c'est vraiment rendre la vie du festivalier à Cannes la plus simple possible. Et Dieu sait qu'elle ne l'est pas toujours, parce que voilà, le calendrier de tout le monde est très contraint, tout le monde court dans tous les sens, tout le monde est un peu stressé, et 40 000 personnes à faire circuler dans le palais, c'est pas toujours une affaire facile. Pour accueillir 40 000 festivaliers, vous êtes combien au sein de l'organisation du Festival de Cannes ? Je suis tout seul. On n'en doutait pas. Non, pas du tout. On est une trentaine à l'année. Quand on quitte Paris, l'équipe fait une centaine de personnes. Et là, pendant le festival, il y a 1000 salariés et 1500 personnes avec les prestataires divers et variés. Il y a des permanents et ensuite des gens qui viennent ponctuellement tous les ans pour le Festival de Cannes. Souvent, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. Ça dépend. À Paris, on est, globalement, à chaque fois, c'est 2 tiers qui reviennent d'une année sur l'autre. Voilà. À Paris comme à Cannes. Donc, vous avez également vos saisonniers. Tout à fait. Et vous souhaitiez aborder, parce que c'est une question qui s'était posée déjà il y a quelques années avec la question de l'écologie et du rôle que le festival pouvait jouer en tant qu'acteur de l'industrie. Vous souhaitiez aussi parler du plan RSE que vous mettiez en place en ce moment sur le festival ? Oui, c'est un aspect important. On est pas en tant qu'acteur de l'industrie, mais plus en tant qu'acteur de l'événementiel. Comme tous les gros événements, et notamment les gros événements internationaux, on a une empreinte carbone non négligeable, liée en grande partie à la venue de tous les festivaliers du monde entier, car nous sommes un festival international. Ça fait partie c'est notre par essence, on est international et on est très heureux de l'être, mais ça a des répercussions qui sont, comme les gens ne viennent pas du Japon en bateau, et bien forcément le nombre de gens qui viennent en avion, c'est une grosse empreinte. Et donc globalement, c'est vrai qu'on met un peu comme tous nos confrères de l'événement, qu'ils soient culturels ou sportifs ou autres, on essaie de travailler sur ces sujets-là, qui sont des travaux de longue haleine. Et donc oui, ça fait depuis 2019, après le festival 2019, qu'on s'est vraiment dit qu'il fallait qu'on agisse dans ce domaine. On avait préparé pas mal de choses et puis on était prêts. Et puis en mars 2020, il se passait un petit truc qui fait que ça a été un peu reporté. Et donc, on a vraiment commencé à mettre en œuvre tout ce qu'on a mis en œuvre en 2021 et on continue chaque année. Et voilà. Et c'est un peu dans tous les domaines. Je ne pense pas la peine de rappeler à nos auditeurs ce qu'est ce petit truc. Tout le monde s'en souvient. Ça a été quelque chose d'impensable. J'imagine que ne se tienne pas le Festival de Cannes. Quelles sont les premières actions et depuis quand vous mettez en place ces mesures que vous avez souhaitées sur la réduction de l'empreinte carbone ? Donc depuis 2021, elles sont réellement en place. On a fait beaucoup de choses que font tous les festivals, tous les événements et les festivals en particulier, parce que travailler sur l'empreinte carbone, en effet, c'est d'abord la réduire. Alors c'est des choses, c'est beaucoup moins sexy que de parler de cinéma et de film, mais c'est des choses et en même temps c'est toujours intéressant parce que ce sont des décisions qu'on prend et qui ont des répercussions. Par exemple, une des premières décisions qu'on a prises, c'est d'arrêter le programme de la distribution à tous les festivaliers du programme des films. Le programme des films, c'est un programme qui fait à peu près 150 pages, dans lesquelles chaque film a droit à sa double page ou à sa page, dans lequel il y a tous les participants, la majorité des participants du film. Et pour les équipes de film et pour tous les festivaliers, c'était un document évidemment symboliquement très important parce que sélectionner à Cannes, c'est souvent un plaisir quand même. Et puis il y a beaucoup de collectionneurs. Voilà, et les collectionneurs, voilà. Sauf que c'était en volume de papier, c'était gigantesque. C'était notre principal
notre principal document imprimé, et on a pris la décision de ne plus l'imprimer. Donc on s'est pris pas mal de critiques sur ce sujet, mais on a assumé. Alors pareil, dans les petits symboles, il y avait aussi un sac qui était distribué à tous les festivaliers, qui était collectionné par les festivaliers. Ce sac servait principalement à glisser le programme et puis d'autres petites publications. Dès lors qu'on imprimait beaucoup moins, il y avait moins de raisons d'être. Donc on a pris aussi la décision de supprimer le sac parce qu'il y avait aussi une empreinte écologique carbone. Boum, on s'est repris une autre volée de critiques. Enfin, depuis, nous avons gardé notre sac. C'est ça le changement. Voilà. Et donc c'est toute une série de mesures. On travaille voilà, sur le sujet du café. Le volume de café consommé par les festivaliers, parce qu'il est offert grâce à nos partenaires, est absolument gigantesque. Donc on y réfléchit chaque année parce qu'il y a les capsules, il y a les gobelets, etc. Donc là, cette année, on a mis en place un nouveau système de gobelets réutilisables. Et à chaque fois, c'est amusant parce que c'est une série de mesures qui sont très concrètes, qui ont des implications sur le quotidien du festivalier, donc il nous en fait part de manière assez virulente. Et puis il y a des effets de bord qu'on n'attend pas. Donc là, par exemple, ce sont des gobelets réutilisables que le festivalier doit mettre dans des récipients prévus à cet effet pour qu'on les lave et qu'on les réemploie en fait. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de 4 jours qu'il y avait quasiment plus de gobelets, parce que sur le gobelet, il y a le logo du Festival de Cannes, et donc les gens emportent le gobelet avec eux. Et voilà, enfin, on pense que c'est pour ça. Donc voilà, donc il y a toute une série de mesures d'essayer de réduire l'empreinte carbone et le volume de déchets qu'on produit. Et puis parallèlement, c'était la mesure qui est la plus emblématique et qui a le plus fait parler d'elle, parce que pour le coup, je pense qu'on est à peu près les seuls à l'avoir fait, même si ça n'est pas la plus vertueuse sur le plan environnemental. On a mis en place cette fameuse éco-contribution. Donc on a demandé à chaque festivalier, avec son accréditation, l'accréditation au festival est gratuite, mais on lui a demandé de payer 20 € et pour alimenter une cagnotte, laquelle cagnotte permet de... et reversé ensuite intégralement à des projets environnementaux. Voilà. Et donc, comme on aime bien les jurys, on a mis en place un petit jury environnemental aussi, d'experts du climat à qui on soumet chaque année une quarantaine de projets et qui, c'est un peu comme la sélection, et qui en choisissent 5 ou 6 selon les années, et qui ont une action vertueuse sur le climat. Il y a aussi une gratuité des transports. Ça, c'est un travail que vous effectuez avec la ville de Cannes ? Oui, tout à fait. Donc les transports en commun, en fait, on finance la gratuité pour les festivaliers des transports en commun, ce qui leur permet de circuler dans Cannes gratuitement, et aussi d'aller au Cinéum, puisque face à nos problèmes de manque de fauteuils dans le palais, on a investi le très beau multiplex qui est à Cannes, le Cinéum, qui est franchement un très bel équipement avec de très belles salles, des conditions techniques, je pense, qui seraient saluées par la CST. Le petit souci, c'est qu'en effet, c'est à une petite demi-heure de bus, et donc au moins on a facilité la vie des festivaliers en offrant la gratuité sur ce transport. Pour continuer avec la ville de Cannes, comment vous travaillez avec les partenaires locaux ? Alors en tant que prestataire, on a beaucoup de prestataires qui sont locaux. Évidemment, par exemple le cinéma de la plage, c'est un prestataire qui s'appelle Arsène, c'est un gros équipement technique et intégralement mis en œuvre par un prestataire local. Et puis même tous les aménagements qui sont dans le palais, pas tous les aménagements, mais certains décors, les fleurs, les plantes, etc. Il y a beaucoup de choses qui viennent des prestataires locaux. Les traiteurs, évidemment, sont des traiteurs locaux. Donc on travaille beaucoup avec les acteurs locaux, et les traiteurs, c'est aussi un gros sujet pour nous. On a mis en place une petite charte de pratiques vertueuses en termes justement sur ces métiers-là, qu'on leur demande d'appliquer quand ils travaillent avec le festival. La question RSE ne porte pas uniquement sur l'écologie, même si c'est une question importante. Elle porte aussi sur la parité, sur la question des VHSS. Ce sont des questions qui sont saisies par le festival ? Oui, bien sûr. Alors la parité, ça a longuement été évoqué. Nous, on est toujours sur le même axe, c'est-à-dire que dans les domaines où on peut choisir, là je parle du sujet artistique, alors la parité dans le domaine sur les équipes, elle est assez simple, parce qu'on est dans le domaine de la culture. Dans le domaine de la culture, il y a naturellement beaucoup de femmes, et donc on est à Paris largement majoritaire en femmes, à Cannes c'est à peu près équilibré, donc on n'a pas trop de difficultés à atteindre un objectif de parité. Sur le plan artistique, la parité est mise en œuvre depuis longtemps, sur tout ce qui est sur les jurys, sur les choix jury, ce genre de choses. En revanche, sur les films, le critère artistique seul prévaut. Donc, on ne choisit pas des films en fonction du
genre de la réalisatrice. Voilà. Mais ce qu'on suit, l'indicateur qu'on suit, c'est de voir, on reçoit en moyenne à peu près entre 25 et 30% de films réalisés par des femmes selon les années. Et on regarde sur la durée longue si les films sélectionnés respectent à peu près ce pourcentage. Et heureusement, ils le respectent. Mais c'est cet indicateur-là qu'on suit en priorité. L'année dernière, il y avait des pancartes avec un numéro de téléphone qui était indiqué un peu dans tout le Festival de Cannes par rapport pour lutter contre les VHSS. Est-ce que ça fait partie de démarches que vous essayez d'aller plus loin pour essayer de lutter contre les VHSS ? Oui, ça on l'a mis en place depuis 2018, 18, ce numéro, cette cellule, suite à l'affaire Weinstein évidemment. Et donc c'est un dispositif qu'on a mis en œuvre pour aider les festivaliers. Alors c'est une cellule d'écoute particulière parce qu'on n'a pas de raison, on n'a pas de légitimité pour prêter une assistance soit médicale, juridique ou psychologique. Mais par contre, on joue un rôle d'interface et de première écoute. Et aussi, alors en particulier pour les étrangers, parce qu'on a plus de 50% de festivaliers étrangers, et les gens qui sont, quand on est chez soi dans son pays, on sait à peu près à qui il faut s'adresser. Quand on est à l'étranger et qu'on vit ce genre de choses très désagréable, c'est encore plus compliqué. Et notre cellule d'écoute est multilingue, c'est des gens qui parlent 5 langues. Et ça, dans ce genre de circonstances, c'est important de pouvoir s'exprimer dans sa langue. Et donc, le rôle de cette cellule, c'est d'écouter les gens et puis les victimes et les accompagner dans leur démarche, soit si elles veulent porter plainte, ce qu'on les invite à faire, parce que juridiquement, c'est la seule manière de faire bouger les choses, soit dans leur démarche médicale, si c'est nécessaire. Heureusement, jusqu'ici, ça ne l'a pas été. Et les orienter. Par ailleurs, s'ils ont besoin d'un accompagnement juridique ou psychologique, on les oriente vers la cellule en France opérée par Audience, qui elle met à disposition ce genre de service et qui peut les accompagner plus sur la durée. Les prochaines grandes étapes pour le festival, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de préparer, de mettre en place ? Non, il y a toujours des choses. Non, je parlerai justement, parce qu'on parlait RSE, et c'était quand même le sujet sur le... On est dans une phase de certification qui est un moment important pour nous, parce quand on s'est lancé sur ces sujets, on s'est dit qu'on voulait d'abord mettre en place des actions concrètes, parce que très vite, quand on s'est lancé là-dessus, on a dit faites-vous certifier, et en fait, non, on a commencé, nous, par les actions concrètes, donc on a mis en place beaucoup de choses, et puis là, maintenant, en fait, on est dans une phase où on fait valider ces choses par un organisme certificateur qui est de certification ISO 20121. Et c'est un moment important pour nous parce que ça vient valider et parachever tout un travail. Donc là, on est en phase de certification et on saura d'ici quelques mois si cette certification est valable. Et ce serait un gage de sérieux de la démarche qu'on a engagée, donc on serait heureux de l'avoir. Donc vous travaillez déjà sur l'édition de l'année prochaine ? Oui, on peut dire. Enfin, là, pour l'instant, ces derniers jours, moyennement. On est quand même concentré sur le festival en cours. Mais écoutez, nous l'avons compris, si revenant à Paris, on trouve des Eco-Cup Festival de Cannes chez vous, vous êtes puni de 24 heures de réservation de séance. Je crois, Alexia, c'est maintenant le moment de... La petite interview. Bonjour, je suis Leslie Thomas, je suis la secrétaire générale du CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Mon premier festival de Cannes, c'est 2015 et c'est un festival de Cannes qui m'a marquée puisque Agnès Varda recevait une palme d'honneur. Mon plus beau souvenir du festival de Cannes, c'est la montée des marches avec Quentin Tarantino, la première à laquelle j'ai pu assister, qui était assez spectaculaire et c'est une émotion totale. Les prix de la CST, c'est essentiel à Cannes parce que ça permet de reconnaître et de valoriser les métiers de la technique. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de film, il n'y a pas d'œuvre sans techniciens, sans artistes techniciens, sans leur présence et leur expertise. Donc c'est fondamental de pouvoir les mettre à l'honneur à cette occasion. Vous êtes toujours en direct sur le stand de la CST, sa chaîne YouTube et sur notre partenaire de la FM DAB+, Ciné Musique Radio. C'est maintenant Sur les marches. Aujourd'hui, trois films sur la compétition officielle vont monter les marches. The History of Sound du cinéaste Oliver
Hermanus. C'est sa première fois en compétition officielle, bien qu'il ait déjà été sélectionné pour le film Spoonhead à un certain regard. Voilà, il nous présente aujourd'hui un film qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Deux soldats, deux jeunes hommes qui vont se lancer dans l'enregistrement. Voilà, on va en savoir un petit peu plus ce soir. Alors, pour l'accompagner sur ce film, le chef opérateur Alexander Dinan, qui avait déjà travaillé avec Paul Schrader, et son monteur Chris Wyatt, qui lui ne vient pas pour la première fois avec un film en compétition officielle, puisqu'il avait été le monteur de Greenaway sur notamment The Pillow Book. Et c'est également le retour de Joachim Trier qui va nous présenter aujourd'hui Sentimental Value. Il revient après Julie en 12 chapitres qui avait reçu le prix d'interprétation féminine en 2011, prix décerné à Renate Reinsve, qui signe à nouveau avec le réalisateur pour ce projet. Sentimental Value, elle va jouer le personnage principal. Alors, pour ce film, Joachim Trier va nous parler de l'histoire de Agnès et Nora qui voient leur père débarquer à nouveau dans leur vie après plusieurs années d'absence. Ce réalisateur de renom va proposer à une de ses filles de jouer dans son film, sauf que celle-ci va refuser. Il va proposer le rôle à une jeune star hollywoodienne et cela va raviver les braises de souvenirs de famille douloureux. À la photographie, pour l'accompagner, Casper Tuxen qui avait déjà signé la photo de Julie en 12 chapitres. Il était également l'année dernière à Cannes sur le biopic sur Trump, The Apprentice de Ali Abbasi. Également au montage, Olivier Boug-Coutet qui a déjà travaillé avec le réalisateur sur Oslo 31 août et sur Julie en 12 chapitres. Troisième film de la compétition officielle romérien de la cinéaste Carla Simon qui va monter les marches pour sa première fois. Elle nous présente aujourd'hui un film autour de la question de l'adoption et de comment est-ce qu'on retrouve son identité, vont se mêler dans son présent des éléments du passé qui ressurgissent. Un thème cher à la réalisatrice, le thème de la famille, de la filiation. Pour l'accompagner avec elle, Hélène Louvard de l'AFC. Hélène Louvard, c'est sa 7e fois en compétition, donc elle a l'habitude de monter les marches. Elle avait travaillé sur le Grand Prix de 2014, Les Merveilles d'Alice Rochewasher, ou encore sur Un petit frère de Léonore Serrail. C'est la première collaboration pour la chef opératrice avec Carla Simon. Et au son, Eva Valigno, qui a déjà présenté à Cannes La Soledad de Reim Rosales en 2007 en sélection Un certain regard. François Desrousseaux, rassurez-nous, vous avez quand même le temps de voir des films. Non. Et Charlotte Garçon, vous avez évidemment, c'est votre métier de les voir. Vous avez déjà vos places pour ce soir ? Oui, j'ai même déjà vu l'un des films dont vous avez parlé et je me réjouis de voir les deux autres. Avec les années, puisque ça fait plus de 20 ans que je viens ici, je vous avoue que j'ai réduit le nombre de films par jour et en fait on les assimile mieux. J'ai l'impression de parler de nourriture, mais ce sont des nourritures spirituelles, émotionnelles. Donc je vous dis mon chiffre idéal, c'est avec les films très longs de cette année, arrêtez de faire des films longs, c'est 4. 4 c'est bien, c'est pas trop. Très bien, 4 films, merci. Et pour vous, c'est déjà le retour peut-être au travail ? Oui, moi j'ai des places, mais dans le TGV, donc... Il y a des films aussi qu'on peut voir dans le TGV, dans de moins bonnes conditions. Absolument. Moi, je repars demain, mais j'ai pas de place pour ces films-là. Tant pis, j'irai voir d'autres films. Merci beaucoup. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous demain. Demain, à la même heure. Merci de votre venue. Merci à tous et à tous. Et en attendant, bon festival. Au revoir. Nous sommes très contents d'accompagner la CST dans cette démarche pour mettre en lumière les personnes qui sont très souvent dans l'ombre et qui font un travail formidable. Le prix de la jeune technicienne, c'est un autre projet que je trouve très utile, très intéressant,
fondamental aujourd'hui parce que c'est ce qui permet de faire bouger les lignes sur les conceptions qu'on a du travail et de l'importance de voir plus de femmes aussi derrière les caméras, derrière les enregistreurs son, derrière tous les métiers qui font le cinéma. Et finalement, c'est un des rares prix qu'honore la présence des techniciens voilà, dans le contexte cannois, quoi. Donc, faut continuer.